À 19 ans, la jeune paysanne qui avait changé le cours d'une guerre n'avançait plus à la tête d'une armée. Elle était désormais enchaînée à un billot de bois à l'intérieur d'une forteresse ennemie, entourée de murs froids et de regards hostiles. Le silence des lieux contrastait avec l'écho de son nom, qui résonnait encore dans les campagnes de France comme une promesse tenue et, en même temps, comme une menace intolérable. Cette jeune femme, qui avait placé une couronne sur la tête d'un roi, était sur le point d'être réduite à un dossier, à un problème qui devait être résolu rapidement et sans témoin gênant. Sa chute ne fut pas soudaine, mais le résultat d'une lente transformation. Pour le peuple, elle restait l'envoyée de Dieu, la voix qui avait redonné l'espoir quand tout semblait perdu. Pour ceux au pouvoir, en revanche, elle était devenue quelque chose de bien plus dangereux, un symbole vivant. En temps de guerre, les symboles pèsent plus lourd que les armées, et les détruire peut être plus efficace que de gagner une bataille. Il ne s'agissait pas seulement d'une jeune prisonnière, mais de l'incarnation d'une idée qui défiait la légitimité d'une occupation entière. Dans cette forteresse, gardée par des soldats qui avaient jadis fui devant son étendard, la réalité commença à se refermer sur elle. Elle n'était plus la commandante inspirée, ni la figure quasi mystique qui parlait au nom du ciel. Elle était, aux yeux de ses ravisseurs, une anomalie qui devait être corrigée. La stratégie ne consistait pas à la faire taire immédiatement, mais à la dépouiller lentement de ce qui la rendait intouchable, son aura sacrée. Si l'on parvenait à prouver qu'elle n'était pas une messagère divine, mais une impostrice, tout ce qu'elle avait représenté s'effondrerait avec elle. L'enfermement n'était pas seulement physique. Chaque jour, la pression psychologique cherchait à briser la certitude qu'il avait soutenue depuis le début. La jeune femme comprenait qu'elle ne luttait plus pour sa vie, mais pour le sens de sa propre existence. Avait-elle réellement été choisie, ou avait-elle été utilisée par des forces qui désiraient maintenant l'effacer du récit? Ce doute, semé avec soin, était l'une des armes les plus efficaces de ses ennemis. L'enjeu dépassait de loin son destin personnel. En la détruisant, on prétendait réécrire l'histoire récente, transformer la victoire française en une erreur et la foi populaire en une dangereuse illusion. C'était un processus que nous reconnaîtrions facilement aujourd'hui. Discréditer le messager pour invalider le message. Les siècles changent, les méthodes changent, mais l'objectif reste intact. Alors que la nuit tombait sur la forteresse et que le bruit des chaînes marquait le passage du temps, le dernier acte d'une tragédie soigneusement orchestrée commençait. La jeune femme qui avait parlé au roi n'avait plus pour interlocuteur que le silence. Et dans ce silence, le pouvoir préparait son jugement final, convaincu qu'en éteignant une voix, il pourrait effacer une idée. L'histoire, cependant, était sur le point de prouver le contraire. La capture de la jeune femme à Compiègne ne fut pas présentée comme un acte héroïque ni comme un tournant décisif du conflit. Dans les registres officiels, elle apparut enveloppée d'un langage froid, quasi administratif. Cependant, derrière cette apparente normalité, se cachait une transaction qui révélait la vraie nature de la guerre. La prisonnière n'était pas traitée comme un être humain, mais comme un objet de haute valeur stratégique. Son destin fut décidé autour de tables où l'on ne parlait ni de justice ni de foi, mais de chiffres, d'alliances et d'opportunités. Lorsque les forces bourguignonnes la livrèrent aux Anglais en échange d'une somme considérable, il fut clair que sa captivité ne répondait pas à une impulsion improvisée. 10 000 francs ne se payèrent pas pour une simple prisonnière. Ce prix équivalait à des armées entières, à des campagnes prolongées, à des années de ressources. Ce qui était acheté n'était pas son corps, mais la possibilité de détruire tout ce qu'elle symbolisait. En l'acquérant, les Anglais croyaient avoir également acheté le contrôle du récit. Transférée à Rouen, le cœur administratif de l'occupation anglaise, sa présence acquit une signification encore plus inquiétante. Elle ne fut pas enfermée dans un monastère ni confiée à une autorité spirituelle neutre. Elle fut emmenée dans une forteresse sous contrôle militaire, un espace où la loi religieuse pouvait être modelée selon les besoins du pouvoir séculier. Là, chaque mur et chaque garde rappelaient que le jugement qui se préparait ne cherchait pas la vérité, mais une issue utile. D'un point de vue moderne, cela est étrangement familier. Dans les conflits actuels, les symboles s'achètent et se vendent aussi, non pas avec des pièces d'argent, mais avec des titres, des jugements médiatiques et des campagnes de discrédit. Le mécanisme est le même.
isoler la figure gênante, redéfinir son identité et la présenter au public sous une lumière qui légitime son élimination morale. Au XVe siècle, ce processus se déroulait en latin et sous l'autorité de l'Église. Aujourd'hui, il adopte d'autres langages, mais conserve la même logique. À Rouen, la jeune femme comprit qu'elle n'appartenait plus à la France, ni même à elle-même. Elle avait été absorbée par une machinerie qui transformait les personnes en arguments. Chaque jour d'enfermement renforçait l'idée que sa vie avait un but étranger à sa volonté. Elle ne serait pas jugée comme une croyante, mais comme une menace. Elle ne serait pas écoutée comme une voix inspirée, mais analysée comme une pièce défectueuse au sein de l'ordre établi. Le transfert marqua aussi un point de non-retour. Alors que ses partisans gardaient le silence ou se montraient impuissants, ses ennemis avançaient avec minutie. Il n'y avait pas de précipitation apparente, car le résultat était déjà décidé. Il ne restait plus qu'à construire une apparence de légitimité, un processus qui permettrait de présenter la destruction d'un symbole comme un acte nécessaire et, surtout, inévitable. Ainsi, dans la quiétude oppressive de Rouen, commença la phase la plus dangereuse de sa captivité. Non pas celle qui menaçait son corps, mais celle qui cherchait à vider de sens tout ce qu'elle avait fait. La guerre ne se livrait plus dans les champs ouverts, mais dans les couloirs du pouvoir, où une jeune femme enchaînée devint la monnaie avec laquelle on prétendait acheter la version définitive de l'histoire. Le procès qui se préparait ne naquit pas du désir d'éclaircir la vérité, mais de la nécessité de donner une forme acceptable à une décision déjà prise. Pour cela, on choisit soigneusement celui qui le présiderait, un évêque dont la loyauté n'était pas envers la jeune prisonnière ni envers la neutralité spirituelle, mais envers le pouvoir qui dominait la région. Sous sa direction, la foi devint un instrument et le tribunal, une scène où chaque geste avait un but calculé. L'accusation ne fut pas construite comme un examen sincère des croyances, mais comme un piège conçu pour l'attraper. On parla de normes religieuses, d'obéissance, de visions suspectes. Mais derrière chaque terme théologique se cachait une intention politique très concrète. Prouver que tout ce qu'elle avait accompli ne provenait pas du divin, mais d'une dangereuse déviation. Si cet objectif était atteint, la légitimité du roi qu'elle avait soutenu serait gravement compromise. La jeune femme fut conduite devant un groupe nombreux de clercs, beaucoup d'entre eux plus attentifs aux conséquences politiques qu'à la cohérence doctrinale. L'environnement imposait respect et peur. Le langage utilisé ne cherchait pas la compréhension, mais la confusion. Chaque question était formulée pour l'obliger à choisir entre deux réponses qui, en apparence, la condamnaient également. C'était un jeu intellectuel inégal, où une jeune femme sans formation académique affrontait des hommes entraînés à l'art de l'argumentation. Cependant, ce qui surprit même certains présents fut la clarté avec laquelle elle répondit. Loin de se montrer désorientée, elle comprenait le danger caché dans chaque mot. Lorsqu'on lui exigea une obéissance absolue à l'autorité ecclésiastique, elle sut distinguer entre la foi et la politique déguisée en foi. Cette lucidité s'avérait gênante. Un symbole destiné à être détruit ne devait pas faire preuve d'intelligence ni d'autonomie. Il devait paraître fragile, erratique, facile à discréditer. À mesure que les sessions avançaient, il devint évident que le processus ne respectait même pas les normes de base de l'institution qui le dirigeait. On lui refusa des conseils, on l'interrogea pendant de longues périodes et elle fut maintenue sous garde militaire. Tout cela créait une atmosphère de pression constante où l'épuisement devenait un outil supplémentaire du tribunal. On ne cherchait pas une confession spontanée, mais une erreur, une contradiction minimale qui justifierait l'issue attendue. D'un regard contemporain, le procès rappelle ces processus où la forme supplante le fond. Audiences publiques, discours solennels, documents officiels, tout était soigneusement arrangé pour donner l'impression de l'égalité. Mais lorsque la sentence précède l'enquête, la justice se transforme en une représentation. Dans cette salle de Rouen, la jeune paysanne n'était pas une accusée de plus, mais le dernier obstacle pour imposer un récit commode. Chaque question, chaque silence et chaque annotation contribuaient au même objectif: séparer son image de l'aura divine qui l'entourait et la réduire à une déviation qui devait être corrigée. Ainsi, sous l'apparence d'un procès religieux, se déroulait une opération de pouvoir destinée à effacer une menace historique. Le décor était planté, les acteurs avaient endossé leur rôle, et la voix qui avait inspiré un royaume entier commençait à être encerclée par un cordon de plus en plus étroit.
Les sessions d'interrogatoire avancèrent avec une intensité qui ne laissait aucune place au repos. Il ne s'agissait pas seulement de répondre à des questions, mais de survivre à un langage conçu pour désorienter. Chaque phrase prononcée par les juges portait en elle un piège invisible, une manière de la pousser vers une contradiction inévitable. Dans cet espace clos, la parole devint une arme aussi puissante que n'importe quelle chaîne. Un des moments les plus révélateurs survint lorsqu'on lui demanda si elle croyait être en état de grâce de Dieu. La question semblait simple, presque pieuse, mais cachait un paradoxe cruel. Selon la doctrine, aucun être humain ne pouvait affirmer avec certitude un tel état. Dire oui impliquait défier l'Église, dire non, nier l'origine divine de ses visions. La jeune femme comprit immédiatement le danger. Sa réponse ne fut pas une évasion, mais une affirmation de foi humble. Si elle n'était pas en grâce, elle priait Dieu de l'y mettre. Si elle l'était, elle demandait qu'il l'y maintienne. Cette phrase désamorça le mécanisme du piège, sans défier ouvertement l'autorité. Le silence qui suivit fut significatif. Pendant un instant, le tribunal fut confronté à une vérité inconfortable. L'accusée ne correspondait pas au portrait qu'ils avaient besoin de construire. Elle n'était pas la figure confuse ou arrogante qu'ils attendaient, mais quelqu'un capable de soutenir sa foi sans tomber dans la provocation. Cet instant de clarté mit en évidence la fragilité du processus. Lorsque l'accusé fait preuve de cohérence, le procès perd de son efficacité. Certains clercs commencèrent à douter, non pas de sa foi, mais de la procédure. Il y eut ceux qui perçurent que les questions ne cherchaient pas à éclaircir, mais à forcer un résultat. L'un d'eux se retira, alléguant que le témoignage était manipulé. Un autre remit en question l'autorité du tribunal pour juger l'affaire et fut immédiatement réduit au silence. La machinerie ne pouvait pas permettre de fissures internes. Tout geste de dissidence devait être neutralisé. D'un point de vue psychologique, la pression était constante et cumulative. La jeune femme était isolée, surveillée et soumise à un rythme d'interrogatoire qui ne laissait aucune place à la réflexion. La fatigue devenait une alliée du pouvoir. Dans des situations extrêmes, l'esprit cherche refuge dans la simplification, et le tribunal comptait là-dessus. Ils attendèrent le moment où un mot mal choisi pourrait justifier la condamnation. La scène rappelle les dynamiques contemporaines où la vérité se dilue entre les technicismes et la culpabilité, se fabrique à partir d'interprétations. Les scènes changent, mais la logique non. Lorsqu'une figure menace l'ordre établi, on lui exige une pureté impossible. Toute déviation minime est présentée comme une preuve définitive. Malgré tout, la jeune femme conserva une sérénité qui en déconcerta beaucoup. Elle ne niait pas sa foi et ne l'imposait pas. Elle l'affirmait simplement comme une expérience personnelle qui ne pouvait être confisquée par un tribunal. Cette attitude, loin de l'absoudre, renforçait la décision de ceux qui avaient masse besoin de sa chute. Car une foi qui ne se soumet pas est plus dangereuse qu'une hérésie évidente. Ainsi, chaque réponse correcte resserrait l'étau. L'intelligence qui la protégeait la condamnait aussi. Le procès continuait, et avec lui, la certitude que la vérité n'était pas l'objectif final. Dans cette enceinte, la foi était examinée avec des critères politiques, et la clarté d'une jeune paysanne affrontait un système qui ne pouvait se permettre de perdre. Le lieu où elle était enfermée en disait autant que les questions qu'on lui posait. Ce n'était pas une prison religieuse, ni un espace destiné à la réflexion ou au repentir. C'était une forteresse militaire, contrôlée par des soldats qui ne la voyaient pas comme une croyante en jugement, mais comme une ennemie vaincue. Ce choix n'était pas fortuit. En la maintenant dans un environnement étranger aux normes ecclésiastiques, le pouvoir renforçait son contrôle absolu sur chaque aspect de sa vie quotidienne. La surveillance était constante. Jour et nuit, la présence d'hommes armés éliminait toute sensation d'intimité. L'enfermement ne restreignait pas seulement le mouvement, mais aussi la pensée. Dans un tel espace, le corps devient le premier territoire conquis et l'esprit le suivant. La jeune femme comprit rapidement que sa vulnérabilité n'était pas un accident, mais faisait partie du plan. La pression ne s'exerçait pas toujours par des mots. Parfois, la proximité, la certitude de n'être jamais seule, suffisait. Dans ce contexte, la décision de porter des vêtements masculins acquit une signification qui allait bien au-delà d'un simple choix extérieur. Ce n'était ni un défi symbolique,
ni une négation des normes religieuses. C'était une stratégie de protection. Ajustée et fermée, cette tenue offrait une barrière minimale face à un environnement hostile. Pour elle, il ne s'agissait pas d'identité, mais de survie. Cependant, le tribunal transforma ce geste en une preuve supplémentaire de déviation, ignorant délibérément les circonstances qui le rendaient nécessaire. D'un point de vue social, la situation révèle une vérité inconfortable. Lorsqu'une personne perd toute protection institutionnelle, ses décisions cessent d'être interprétées avec empathie et sont utilisées contre elle. Le système n'a pas demandé pourquoi elle avait besoin de se protéger, mais comment il pouvait transformer cette nécessité en une accusation. La logique était implacable. Toute action hors norme devait renforcer le récit déjà établi. L'isolement prolongé remplissait également une autre fonction. En la séparant de toute voie alliée, on cherchait à éroder sa confiance intérieure. À de nombreuses époques et dans de nombreuses cultures, l'enfermement a été un outil pour briser les volontés sans laisser de marques visibles. Les dommages ne se manifestent pas toujours sur le corps, mais dans le sentiment constant d'insécurité, dans le doute semé avec patience. Chaque jour passé dans cette cellule renforçait l'idée qu'elle était seule face à une force immense. Dans des témoignages ultérieurs, il fut question de la peur permanente, de la tension qui ne disparaissait pas même pendant le repos. Cette atmosphère explique beaucoup de ses décisions ultérieures, bien que le tribunal préféra l'ignorer. Reconnaître l'impact de ces conditions aurait signifié admettre que le processus était vicié dès sa base. Comparé au monde actuel, le schéma est inquiétant. Lorsqu'une figure gênante est isolée, discréditée et dépouillée de protection, ces actes sont toujours interprétés comme une culpabilité. Peu importe l'intention ou le contexte, le récit est déjà écrit et tout doit s'y conformer. Ainsi, dans cette forteresse, l'enfermement devint une sentence anticipée. Il n'était pas nécessaire de hâter la fin. L'usure quotidienne faisait son travail avec une efficacité silencieuse. La jeune femme qui avait marché avec détermination au milieu des armées livrait désormais une bataille invisible où chaque geste d'autoprotection était utilisé comme preuve de sa prétendue faute. Le cercle se refermait et le procès avançait vers une conclusion qui semblait de plus en plus inévitable. Au fil des semaines, le processus révéla des failles que même le langage solennel du tribunal ne pouvait dissimuler. Les irrégularités n'étaient pas des détails mineurs, mais les signes d'un procès qui s'éloignait de toute notion authentique de justice. La jeune femme avait été interrogée pendant longtemps avant de connaître formellement les accusations. Elle n'avait bénéficié d'aucun conseil pour l'orienter, ni d'un espace pour préparer sa défense. Chaque norme ignorée renforçait une vérité inconfortable. Le résultat importait plus que le chemin. Le lieu même du procès constituait une infraction évidente. Il ne se tenait pas dans la diocèse qui lui correspondait, mais dans une ville contrôlée par ceux qui désiraient sa condamnation. Ce déplacement n'était pas innocent. En l'éloignant de son territoire, on affaiblissait les voix qui auraient pu remettre en question la procédure. Le tribunal s'entoura d'un environnement favorable, où l'autorité n'était pas discutée et la dissidence était rapidement punie. Avec le temps, des soupçons encore plus profonds commencèrent à émerger. Des fragments du registre des sessions semblaient adaptés pour présenter ces paroles sous une lumière plus compromettante. Il ne s'agissait pas d'une falsification grossière, mais de nuances subtiles, omissions, reformulations, changements minimaux qui altéraient le sens original. Dans un procès où chaque phrase comptait, ces ajustements pouvaient faire la différence entre le doute et la condamnation. D'un point de vue historique, ces pratiques n'étaient pas exceptionnelles. Lorsque le pouvoir se sent menacé, la légalité devient flexible. Les normes cessent d'être un cadre protecteur et deviennent des outils sélectifs. Ce que nous appellerions aujourd'hui la manipulation du récit se faisait alors au moyen de parchemins et de sceaux officiels. L'effet, cependant, était le même: fabriquer une vérité acceptable pour justifier une décision politique. Certains membres du tribunal perçurent tôt la gravité de la situation. L'inconfort grandissait en silence, car l'exprimer ouvertement impliquait des conséquences immédiates. Questionner le processus, c'était questionner ceux qui le dirigeaient. Dans ce climat, l'obéissance s'imposait comme une forme d'autopréservation. La jeune femme, en revanche, n'avait pas cette option. Chacune de ses réponses était piégée dans un système qui réinterprétait ses mots selon ses convenances. Le procès se transforma ainsi en un exercice d'usure institutionnelle. Il ne cherchait pas à convaincre l'accusé,
mais à construire un document qui puisse se maintenir devant l'opinion publique de l'époque. L'apparence de correction était essentielle. Sous cette façade, on légitimait un acte qui, autrement, aurait été vu comme une simple élimination d'un ennemi gênant. Vu du présent, le parallèle est inquiétant. Encore aujourd'hui, les procédures peuvent être utilisées pour donner une forme légale à des décisions préalablement prises. Les codes et les scénarios changent. Mais la tentation d'utiliser la loi comme un voile persiste. Dans ce tribunal, la jeune femme n'affrontait pas seulement ses juges, mais un système décidé à convertir l'injustice en norme. Alors que le processus avançait, il devint de plus en plus clair que la condamnation ne dépendrait pas de preuves concluantes, mais de la nécessité de clore l'affaire. Le temps jouait contre elle, et chaque jour d'interrogatoire renforçait le récit que l'on voulait imposer. Ainsi, entre documents manipulés et silence forcé, le procès approchait de son dénouement, enveloppé d'une légalité qui avait déjà perdu son âme. Le moment de la rupture n'est pas venu avec des cris ni des menaces explicites. Il est venu avec la fatigue. Des mois d'enfermement, d'interrogatoires répétés et d'une surveillance constante avaient érodé sa résistance d'une manière silencieuse mais profonde. La jeune femme n'était pas face à un choix abstrait entre la vérité et le mensonge. Elle était face à une frontière humaine, cette ligne invisible où la peur et la solitude pèsent plus lourd que toute conviction. Dans cet état, même la foi la plus ferme peut vaciller. Quand on la conduisit devant le tribunal et qu'on lui montra le document qu'elle devait signer, la scène fut soigneusement calculée. On n'en appela pas à la raison, mais à l'urgence. La promesse n'était pas la liberté, mais une pause, un ajournement de la fin qui semblait imminente. Pour quelqu'un d'affaibli et d'isolé, cette pause pouvait être ressentie comme un acte de miséricorde. En réalité, c'était un piège de plus, enveloppé d'un langage qui simulait la compassion. Le texte exigeait une renonciation publique à ce qu'elle avait soutenu pendant des années. Il n'entrait pas dans les détails et ne permettait aucune nuance. Il transformait une expérience spirituelle complexe en une confession simple et commode. Signer signifiait admettre qu'elle avait trompé le peuple, que son rôle dans l'histoire récente avait été une illusion. À cet instant, la jeune femme fut confrontée à une décision impossible: préserver sa vie au détriment de son récit ou maintenir le récit au détriment de sa vie. D'un point de vue psychologique, ce type de situation révèle un mécanisme connu. Lorsque la personne perçoit une menace immédiate et manque de soutien, l'esprit cherche à réduire le dommage perçu. La signature ne fut pas une trahison calculée, mais une réaction humaine face à une pression extrême. Le tribunal le savait. Il comptait sur ce moment de fragilité pour obtenir ce qu'il n'avait pas réussi à obtenir par des arguments. Après la signature, la sentence fut transformée. On ne parla plus de la fin immédiate, mais d'un enfermement indéfini. On lui ordonna d'adopter les vêtements que le tribunal jugeait appropriés, comme symbole visible de sa soumission. Cette apparente concession fut présentée comme une preuve de la justice du processus. Le système se montrait magnanime, comme s'il avait offert une seconde chance. Cependant, le calme qui suivit fut bref. Dans la solitude de sa cellule, loin de la pression directe, la jeune femme commença à comprendre le poids réel de ce qu'elle avait accepté. Non seulement elle avait apposé son nom sur un document, mais elle avait permis à d'autres de définir le sens de sa vie. La voix intérieure qui l'avait guidée depuis le début ne disparut pas. Au contraire, elle devint plus insistante, lui rappelant que la vérité niée pour survivre continue de réclamer sa place. Cet épisode révèle une contradiction profonde du pouvoir. Il a besoin de la soumission publique, mais craint la conviction privée. Bien qu'il ait obtenu une confession, il n'avait pas réussi à briser entièrement ce qui la rendait dangereuse. La pause accordée n'était pas la fin, mais un interlude. La machinerie ne s'arrêterait pas avant de s'assurer que le symbole était définitivement neutralisé. Ainsi, ce qui fut présenté comme un acte de clémence devint le prélude d'un dénouement déjà décidé. La signature ne clôtura pas l'affaire, elle la reconfigura. Et dans ce bref intervalle, entre la renonciation forcée et la conscience retrouvée, se forgea le dernier acte d'une tragédie où la faiblesse humaine fut utilisée comme preuve définitive. Le retour à la tenue masculine fut interprété par le tribunal comme une confirmation définitive de sa culpabilité. Les circonstances ni les raisons pratiques
qui l'avaient conduite à cette décision ne furent prises en compte. Ce qui importait n'était pas le contexte, mais l'étiquette. En la présentant comme une rechute, le processus acquérait une apparence de cohérence juridique. Selon cette logique, elle n'était plus une accusée en doute, mais quelqu'un qui avait rompu une promesse et, par conséquent, avait scellé son propre destin. Cependant, les témoignages ultérieurs révéleraient une réalité beaucoup plus complexe. Il fut question de vêtements disparus, de décisions forcées par le manque d'alternatives. En captivité, le choix n'existe pas toujours. Parfois, ce qui semble une décision volontaire est simplement la seule option disponible. Le tribunal, conscient de cela ou non, choisit d'ignorer toute explication qui pourrait affaiblir le récit construit avec tant de soin. D'un point de vue légal, la figure de la récidive s'avérait commode. Elle permettait de clore l'affaire sans nécessiter de nouveaux débats ni d'interrogatoires prolongés. La norme établissait qu'il n'y avait pas de place pour une seconde chance. Ainsi, une interprétation rigide de la loi devint l'outil final pour justifier l'inévitable. La sentence ne se présentait plus comme un choix humain, mais comme la conséquence automatique d'un règlement. En termes symboliques, ce moment fut crucial. Le pouvoir avait besoin de démontrer que même après une soumission apparente, la jeune femme restait incapable de s'intégrer à l'ordre imposé. Il ne s'agissait pas seulement de punir une action concrète, mais de réaffirmer que son existence même représentait une anomalie. La tenue, transformée en symbole, remplissait parfaitement cet objectif. La scène expose également un paradoxe persistant dans l'histoire. Les systèmes d'autorité exigent souvent des signes visibles d'obéissance, mais se méfient de ceux qui les respectent sans renoncer à leurs convictions intérieures. La jeune femme avait accepté une imposition externe, mais n'avait pas abandonné son sens de la vérité. Cette différence, invisible pour la loi, était intolérable pour le pouvoir. Comparé aux situations modernes, le mécanisme est familier. Lorsqu'une figure gênante ne peut être discréditée complètement, on recourt à des technicismes, à des manquements formels qui permettent de clore le débat. Peu importe l'intention ni le contexte, il suffit de démontrer qu'une norme a été violée pour légitimer la sanction maximale. Ainsi, dans cet espace réduit, entouré à nouveau par des juges et des gardiens, le dernier tronçon du processus fut scellé. La décision fut prise sans dramaturgie, presque avec soulagement. Le tribunal avait trouvé l'argument final dont il avait besoin. Ce qui suivait ne nécessitait plus de justification supplémentaire. L'histoire avait été dirigée vers un dénouement qui, pour ceux qui l'avaient replanifié, semblait finalement sûr. La dernière matinée ne commença pas avec solennité, mais avec un calme inquiétant. Après des mois d'enfermement et de décisions prises loin d'elle, le dénouement se présenta comme une formalité de plus dans un ordre déjà établi. Il lui fut permis de recevoir les derniers gestes de consolation spirituelle, une concession tardive qui n'effaçait pas tout ce qui avait précédé. Cela n'était pas une reconnaissance de justice, mais une formalité qui cherchait à clore le chapitre avec une apparence de droiture. Quand elle fut conduite au lieu où la sentence serait exécutée, l'espace était rempli de regards. Certains chargés de curiosité, d'autres de peur, et quelques-uns de compassion silencieuse. Il n'était pas nécessaire de décrire ce qui allait se passer ensuite. Le poids du moment, la conscience collective que l'on était témoin de quelque chose qui transcendait une personne, suffisait. Ce n'était pas seulement la fin d'une jeune vie, mais l'apogée d'un conflit entre le pouvoir et le symbole. Dans ces derniers instants, la jeune femme ne parla ni de politique ni de roi. Ses paroles s'accrochèrent à l'essentiel, à ce qui avait soutenu son chemin depuis le début. Pour ceux qui observaient, cette fidélité finale se révéla perturbante. Le tribunal avait atteint son objectif immédiat, mais il ne put contrôler l'impression laissée par une figure qui affrontait la fin, sans renoncer à son essence intérieure. Dans ce contraste, la victoire du pouvoir devenait incomplète. Après sa mort, la tentative d'effacer toute trace fut minutieuse. On évita la possibilité de souvenirs tangibles, de restes qui pourraient devenir des objets de vénération. Cependant, cette précaution révélait une peur profonde. Le corps pouvait disparaître, mais l'histoire avait déjà échappé au contrôle de ceux qui tentèrent de l'écrire à leur avantage. Ce que l'on voulut détruire comme hérésie
commençait à se transformer en mémoire. Des années plus tard, la révision du cas exposa ce que beaucoup avaient pressenti. Témoignages, documents et voix réduites au silence furent mis en lumière, montrant un processus marqué par des intérêts étrangers à la vérité. La condamnation fut annulée et la figure qui avait été présentée comme une déviation fut reconnue comme un exemple. L'ironie était inévitable, le même système qui l'avait détruite eut besoin, avec le temps, de la réhabiliter. Au XXe siècle, son nom fut élevé au rang de sainteté, consolidant un tournant historique que personne dans ce tribunal n'aurait pu prévoir. La jeune paysanne devint patronne, symbole national, référence morale. Ce que l'on tenta d'éradiquer finit par être renforcé par l'injustice subie. Le pouvoir avait gagné une bataille immédiate, mais perdit le contrôle du récit à long terme. L'histoire invite à une réflexion qui transcende les époques. Combien de fois l'élimination d'un symbole a-t-elle été revêtue du langage de la loi ou de la foi? Combien de voix ont-elles été réduites au silence, non pas pour ce qu'elles ont fait, mais pour ce qu'elles représentaient? La réponse n'appartient pas seulement au passé. Les scénarios changent, mais la tension entre l'autorité et la conscience persiste. Ainsi s'achève cette tragédie. Non pas comme un récit de défaite, mais comme la démonstration que certaines idées survivent, même aux tentatives les plus calculées de les effacer. Le pouvoir peut imposer le silence pendant un temps, mais la mémoire trouve toujours le moyen de revenir.